J'ai acheté une nouvelle action la semaine dernière, donc aujourd'hui on va regarder de laquelle il s'agit, et puis pourquoi est-ce que j'ai acheté cette action. Donc il y a eu pas mal de pronostics sur l'action en question, l'action que j'ai achetée. Pas mal de gens ont parié que c'était Zoetis. C'est une de celles qui revenait le plus souvent, parce que j'avais fait une vidéo dessus il y a 2 semaines. Il y a eu pas mal de Novo Nordisk. Quelques personnes ont proposé Emphase Energy aussi. Et, j'ai aussi beaucoup vu revenir Constellation Software. Constellation Software avec des longs débats ici. Donc les trois qui revenaient le plus, c'était Zoetis, Constellation Software et puis Novo Nordisk. Et il se trouve que c'est aucune des trois. J'ai quand même vu passer quelqu'un trouver la bonne action. Donc l'action en question que j'ai achetée la semaine dernière, il s'agit de Fiserv. Donc Fiserv qui a perdu, donc ils ont présenté des résultats il y a fin octobre, le 31 octobre. Et donc, juste après les résultats, l'action a perdu 50%, quoi. 50% en une journée. Et donc j'en ai profité pour en acheter peu après. Donc, pour résumer rapidement, pourquoi est-ce qu'il y a eu une telle baisse? Ils ont un nouveau CEO qui est arrivé le 6 mai 2025, qui a annoncé que les objectifs de croissance que l'ancien CEO avait donnés étaient pas tenables parce que la croissance était boostée, était artificiellement haute à cause ou grâce de l'inflation en Argentine. Et même si l'ancien CEO savait que c'était pas tenable, il a décidé de garder ses prévisions de croissance, quoi, en se disant qu'un autre segment allait compenser. Mais ce qui, d'après le nouveau CEO, ça avait pas de sens, quoi. Donc il y a un peu un double effet, c'est qu'à la fois, il y a le fait que le management d'entreprise a trompé ses actionnaires, et en plus du coup un ralentissement de la croissance. Donc voilà, ça a donné un moins 50%, et du coup le nouveau CEO a entamé un remaniement du management, etc. quoi. Donc voilà, ça crée beaucoup d'incertitudes, de déceptions, et donc le marché en général n'aime pas ces choses-là, et donc ça peut donner du moins 50%. Donc maintenant, qu'est-ce qui m'a pris d'acheter ça? Juste avant de passer aux chiffres, un petit résumé de ce que le business fait, donc qu'est-ce qu'ils vendent à qui. Donc il y a en gros 2 gros segments qui représentent à peu près 50% du chiffre d'affaires. Premier segment, leurs clients, c'est des commerçants, et ils interviennent dans une des étapes dans une transaction, dans un paiement, quoi. Un peu comme Visa Mastercard, sauf qu'ils font pas le même rôle, donc pas la même étape. Donc, exemple, t'es chez le fromager, t'es en train d'acheter un comté 36 mois d'affinage, tu prends ta carte et tu t'apprêtes à la passer sur le terminal. Donc, plus t'approches ta carte du terminal, plus le sourire du fromager grandit, et là, paf, tu passes ta carte sur le terminal. Déjà, ce terminal, ça peut être un terminal Fiserv. Donc le nom de leur terminal, c'est le terminal Clover. Donc là-dessus, le commerçant, il doit déjà payer le prix du terminal plus un abonnement. Et ensuite, le terminal, il va envoyer les données de la transaction au processeur de paiement du commerçant. Donc Fiserv, c'est ce rôle-là qu'ils font. C'est un processeur de paiement. Et là, c'est Fiserv qui va envoyer les données de la transaction à la banque du client. Donc on va vérifier s'il a bien les fonds, etc. via Visa Mastercard. Donc il faut imaginer en gros que tu as les rails, c'est Visa Mastercard, quoi. Et Fiserv, ils mettent les données dans le wagon, quoi. Donc là, ça va à la banque du client. Ensuite, ça repart via Visa Mastercard, ça revient à Fiserv, qui ensuite envoie les données au terminal, et là qui peut afficher paiement accepté ou pas, quoi. Donc voilà, ça c'est le premier truc. Donc ça c'est la phase d'autorisation du paiement. Donc c'est juste pour savoir est-ce que le paiement est autorisé, quoi. Mais il n'y a pas tout de suite transfert d'argent à ce moment-là. Et le transfert d'argent, il a lieu genre un ou 2 jours après. Et tu as la banque du client qui va débiter vraiment le compte, les fonds vont être envoyés à Fiserv, et Fiserv va envoyer les fonds à la banque du commerçant, quoi. Donc ça c'est la phase de règlement, et donc pour tout ce qui est transaction, ils prennent simplement des frais sur chaque transaction. Donc voilà, sur cette partie commerçant, il y a les frais de transaction, et puis il y a aussi l'achat des terminaux, et puis abonnement sur les terminaux. Et deuxième segment, là leurs clients c'est des banques, et donc ils vendent des abonnements à des logiciels bancaires, et puis ils prennent aussi des frais par transaction sur des virements, etc., quoi. Donc voilà pour les deux grosses sources de revenus de Fiserv. Donc maintenant, au niveau des chiffres, déjà si on regarde mes 6 critères, à première vue, on voit qu'il y en a 4 qui sont remplis et 2 qui ne sont pas remplis. Mais dans ce cas-là, ça induit un peu en erreur, parce que Fiserv, c'est un cas particulier, parce qu'ils ont fait une grosse acquisition en 2019. Donc 2019, c'était il y a 5 ans, et mes 6 critères, c'est des moyennes sur 5 ans, ce qui dans la plupart des cas est plus parlant et plus utile que de juste regarder la dernière année. Mais voilà, dans le cas de Fiserv, c'est trompeur, puisque il y a 5 ans, c'était 2019. Et on voit que c'est complètement faussé par l'acquisition,
qui a fait exploser leur chiffre d'affaires à ce moment-là. Donc ce qu'il faut, c'est surtout regarder ce qui se passe. Alors soit regarder déjà ce qui se passait avant 2019, ou regarder ce qui se passe depuis 2020, quoi. Et donc, si on prend les 6 critères pour la croissance du chiffre d'affaires, à partir de 2020, elle va être plus lente que ça en réalité. Donc si on regarde chaque année, là c'est 9%, 9%, 7,5%, 7%, et sur les 12 derniers mois, c'est 5% par rapport aux 12 mois précédents. Donc voilà, c'est des croissances à un chiffre, entre 5 et 10%, quoi. Donc ça, c'est moins bien que ce qu'on voit à première vue. Et au niveau du free cash flow, là, c'est mieux. Donc j'ai pas calculé la moyenne, mais voilà, en 2022, plus 9%, ensuite plus 20, plus 34, plus 32. Mais par contre, je m'attends pas à ce qu'ils maintiennent des tels niveaux de croissance du free cash flow, hein, parce que ça veut nécessairement dire pour qu'il y ait une telle différence entre une croissance du chiffre d'affaires et du free cash flow, c'est-à-dire que les marges ont beaucoup augmenté sur la période, mais ça a une limite à un moment donné, l'augmentation des marges, quoi. Mais c'est quand même positif de voir que les marges ont tendance à augmenter dans le temps. Et ensuite, la croissance du free cash flow par action, qui est encore un petit peu mieux, ce qui veut dire qu'il y a des rachats d'actions. Et donc, au final, même si on part d'une croissance du chiffre d'affaires qui est plutôt faible, eh bien, avec l'augmentation des marges et les rachats d'actions, on arrive finalement à une croissance du free cash flow par action qui est bonne et qui, à mon avis, devrait continuer à être bonne. On va voir certaines raisons pourquoi après. Et ce qui dicte le plus la performance d'une action à la fin, c'est pas la croissance du chiffre d'affaires, c'est surtout la croissance du free cash flow par action, quoi. Donc voilà pour les croissances. Ensuite, si je regarde la marge du free cash flow et les marges en général, donc la marge brute, elle est en hausse et elle est maintenant à 60%, ce qui est élevé. Et la marge du free cash flow, elle est maintenant à 28% sur les 12 derniers mois et elle est en hausse aussi. Donc voilà, ça, il y a des bons niveaux de marge. Et maintenant, j'ai laissé pour la fin les 3 critères où il y avait le plus de risque de mal interpréter les ratios, quoi. Donc déjà, commençons par le super ROIC. Donc pourquoi est-ce que j'ai appelé ça super ROIC? Avant, j'avais le ROCE ici comme critère. C'est parce que c'est un ratio que j'ai ajusté pour qu'il soit plus utile et plus précis que les ratios standards de ROIC et ROCE, quoi. Et donc maintenant, la formule ne correspond plus aux formules standards de ROIC et de ROCE, quoi. Et donc pour rentrer dans le détail des modifications que j'ai fait et pourquoi je les ai fait. Donc déjà au numérateur, pour le ROCE, on prend l'EBIT, et pour le ROIC, on prend le NOPAT. Moi, dans tous les cas, alors le NOPAT, c'est mieux que l'EBIT pour un investisseur, mais au final, ce qui reste toujours le mieux, c'est le free cash flow, puisque c'est ça qui correspond au vrai cash, quoi. Donc ça qui nous intéresse en tant qu'actionnaire. Donc au numérateur, déjà, je remplace EBIT ou NOPAT par free cash flow, et je corrige le défaut du free cash flow, qui est la réintégration des SBC, donc les rémunérations en actions. Et donc, je fais free cash flow moins SBC pour avoir vraiment le free cash flow qui est disponible pour l'actionnaire, quoi. Donc ça, c'est pour le numérateur. Donc je prends le free cash flow et j'enlève les SBC. Et au dénominateur, pour le capital employed, c'était tous les actifs moins les passifs courants. Et là, j'enlève aussi le goodwill. Et le goodwill, c'est pas un actif qui est, c'est pas du capital qui est investi dans l'activité. Ça permet pas de faire tourner le business, quoi. Donc, en fait, si on veut avoir le vrai capital investi, il faut supprimer, il faut retirer le goodwill, quoi. Et donc ça, avant que je fasse ces ajustements-là, le super ROIC était pourri, quoi. Mais en enlevant le goodwill, et même si on enlève les SBC, parce qu'il y a peu de SBC, hein, donc ça permet vraiment de filtrer mieux les meilleurs business, et on arrive à un ROIC qui est à 16,23% en moyenne sur les 5 dernières années. Mais donc, comme on se rappelle, là, la moyenne sur 5 ans ne sont pas les plus parlantes sur Fiserv. J'ai ici le graphique du super ROIC, et qui est en effet anormalement bas en 2019, mais qui est en hausse depuis, et qui est maintenant à 28,36% sur les 12 derniers mois. Donc là, en résumé, si je m'étais juste basé sur les ratios standards qu'on trouve partout, ROCE, ROIC, j'aurais pu penser que Fiserv avait des mauvais fondamentaux au final, mais quand on fait les bons ajustements, on se rend compte que c'est pas le cas, quoi, et qu'ils sont plutôt même excellents. Et donc ce super ROIC, au final, il permet de vraiment savoir quel est combien d'argent vraiment disponible pour l'actionnaire et généré pour chaque euro investi dans l'activité, quoi. Donc c'est beaucoup plus optimisé pour un actionnaire, quoi, pour un investisseur comme nous, pour prendre nos décisions, quoi. Donc voilà pour ça. Donc ça, on pouvait penser que c'était pas validé. Au final, c'est bien validé. Et ensuite, les deux autres critères qui sont soi-disant pas validés. Donc on a le problème de la dette, où il leur faudrait là 5 ans pour rembourser leur dette. Mais il faut se demander d'où vient cette dette. Et on a le graphique plus bas, ici. Et donc, on voit qu'elle a explosé en 2019, donc c'est lié à l'acquisition. Mais depuis, la dette augmente beaucoup plus lentement que c'est la barre jaune, hein, augmente beaucoup plus lentement que le free cash flow, ici. Et donc ça fait que ce nombre d'années qu'il leur faut pour rembourser leur dette diminue avec le temps. Donc en 2019, il leur fallait 10 ans de free cash flow pour rembourser leur dette. Et depuis, ça baisse, 7 ans, 6 ans et demi, 6 ans, 4 ans, 4,7 ans maintenant.
Et donc, ça, logiquement, on s'attend, au fur et à mesure que le free cash flow continue à augmenter, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, on passe sous les... Ils continuent de se désendetter comme ça, et que il leur faille de moins en moins d'années de free cash flow pour rembourser leurs dettes, quoi. C'est pour ça que je suis pas vraiment inquiet pour leur endettement, même si à première vue, on peut avoir l'impression qu'ils sont extrêmement endettés et que ça peut être problématique, quoi. Et en plus, deuxième point sur leur dette, c'est qu'elle est bien structurée. Donc ici, on a les détails. En gros, c'est que de la dette à taux fixe, à des taux autour de 3-4%, et qui est échelonnée jusqu'à ces 2040... où est-ce que j'avais vu ça? 2049. Voilà, ici 2049. Donc voilà, ils doivent pas rembourser tout cet argent incessamment sous peu, quoi. Donc voilà, pour ces raisons, je suis pas vraiment inquiet pour la dette. Et le dernier critère, et qui semble ne pas être rempli, c'est le nombre d'actions en circulation, mais celui-là aussi est trompeur. Donc là, on voit qu'elle a augmenté de 11% sur les 5 dernières années. Mais si on va voir le détail en regardant le graphique, on voit que le nombre d'actions a augmenté à cause de l'acquisition à ce moment-là, mais que depuis, ils rachètent massivement leurs actions. Et en plus, ce que j'aime bien, c'est que plus la valorisation de l'entreprise est basse, plus ils rachètent des actions. Donc on voit qu'en 2021, ils ont racheté 1,7% des actions, 2022, 3,5%, 2023, 5%, 2024, 5,5%. Et là, on va passer à la partie valorisation après. Mais justement, vu l'énorme baisse de valorisation qu'il y a eu suite à la baisse de 50%, et même sur la baisse qu'il y a depuis les plus hauts, et le niveau de valorisation très très bas qu'ils ont aujourd'hui, je m'attends et j'espère qu'ils vont racheter énormément d'actions là dans les trimestres à venir, quoi. Et y compris surtout, j'espère, pendant le trimestre actuel, quoi. Parce que c'est ces gros rachats d'actions qui fait qu'on peut avoir une croissance du free cash flow par action qui est très bonne, malgré une croissance du chiffre d'affaires qui est moyenne, quoi. Et donc là, si en ce moment ils font des énormes rachats d'actions, ce serait très 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 bénéfique pour les actionnaires, quoi. Et d'ailleurs, en termes d'allocation de capital, ce serait un meilleur usage de leur cash aujourd'hui de racheter des actions que de rembourser leurs dettes, hein. Donc voilà pour les chiffres. Après, il y a un autre point, c'est que, comme on le voit, donc le business, globalement, c'est ce qu'on peut appeler un business de qualité, une bonne entreprise. Mais le problème qui a eu lieu récemment était plus un problème de management. Et c'est bien d'avoir des raccourcis mentaux, en général, mais en investissement entre autres. Et un des raccourcis mentaux, c'est de se dire que le business l'emporte la plupart du temps sur le management, quoi. Donc un bon business peut s'en sortir avec un mauvais management. Et donc je me dis que si maintenant ils sont remplacés par un meilleur management, je me dis qu'en termes de probabilité, il y a plus de chances que ça se passe bien, et il y a peu de chances que l'ancien management ait ruiné l'entreprise pour toujours, quoi. Voilà. Donc ça, c'était pour les chiffres, la croissance et la qualité du business. Un autre point intéressant, c'est qu'il y a eu un achat d'insider. Donc ça, c'est un des directeurs de l'entreprise. Le 30 octobre, il a acheté 10 000 actions à $65. Donc ce qui fait d'après mes calculs, 650 000 dollars d'actions Fiserv. Donc ça, c'est toujours un bon signe, hein. Si à la fois tu as un insider qui achète beaucoup d'actions, plus des rachats d'actions, en général, c'est un signe que le management considère l'action sous-évaluée, quoi, et c'est bon signe. Et juste avant de passer à la valorisation, juste un petit mot sur le nouveau CEO, parce qu'en termes de direction d'entreprise, en fait, le signal le plus négatif pour un investisseur, c'est les CEO qui hype beaucoup les actionnaires, quoi, quand ils font leur présentation de résultats, et qui mettent les problèmes sous le tapis. Et au contraire, les meilleurs CEO, c'est ceux qui sont plutôt prudents dans leurs annonces, et quand il y a un problème, ils le disent clairement, quoi. Et donc, j'ai trouvé que c'était plutôt ce que faisait le nouveau CEO. Et donc, sur Gram, j'ai mis ici une analyse du ton du management pour savoir justement s'ils sont plutôt en train de hyper leurs actionnaires, quoi, ou au contraire plutôt prudents et mesurés. Donc ici, ça nous dit prudent et mesuré, ton factuel axé sur diagnostic rigoureux, correction d'hypothèses et plans concrets, donc One Fiserv, Project Elevate, sans hyperbole excessive, tout en exprimant confiance et ambition à long terme. Et c'est en effet l'impression que j'ai eue en lisant le tout, quoi. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Et donc maintenant, passons à la valorisation. Donc pour savoir pourquoi est-ce que j'ai acheté à ce moment-là et où est-ce que cette baisse nous a amené. Donc là, les ratios de valorisation, on est en prix sur free cash flow à 5,72 fois le free cash flow. Ce qui nous ramène, la seule fois où on a été plus bas, et on est allé au plus bas à 4, quoi, à 3,92, c'était en pleine crise financière, quoi, fin 2008. Et en dehors de ça, le plus bas, c'était à presque 10 en 2011. Donc ce serait déjà presque un peu moins qu'un x2, quoi, par rapport à aujourd'hui. Et par rapport aux moyennes des 5 dernières années, 10 dernières années et 20 dernières années, on est globalement 75% plus bas, sous-évalué par rapport à d'habitude, quoi. En termes de prix sur chiffre d'affaires, on est à 1,61 fois le chiffre d'affaires, ce qui est, pour un business comme ça, ce qui est extrêmement, extrêmement bas. Prix sur cash flow opérationnel, on est à 5,36 fois le cash flow opérationnel. Prix sur bénéfice net, 9,38 fois les bénéfices. Et donc au final, là, ce que je me dis, c'est juste que Fiserv, maintenant, ils sont pricés pour la mort, quoi. C'est-à-dire,
même, ils sont même pas pricés pour une stagnation, tu vois. Ils pourraient maintenir leurs fondamentaux tels quels sans croissance. Il y aurait quand même moyen de gagner un peu d'argent sur une augmentation du multiple de valorisation tellement il est extrêmement bas. Là, ils sont vraiment pricés pour une décroissance, ce qui est un scénario qui me paraît peu probable. Évidemment, c'est jamais impossible. Faut essayer de peser dans la balance quelles sont les probabilités des différents scénarios et qu'est-ce qu'on perd dans les scénarios négatifs, qu'est-ce qu'on gagne dans les scénarios positifs, quoi. Et là, le prix me paraît tellement bas que, en fait, là, le risque perçu est élevé, mais en fait, le risque réel à des prix si bas, en fait, il est très faible, quoi. Donc, je me dis que là, j'ai peu de chances de perdre de l'argent à long terme, mais par contre, un scénario optimiste, bah, ça peut être, sachant que moi, j'ai acheté un prix sur free cash flow de 6, donc ça peut être, ils retournent à leur prix sur free cash flow sans revenir à des plus hauts, hein, mais à leur standard. Donc, tu fais déjà un x3 ou x4 sur le prix sur free cash flow. Et puis les fondamentaux, admettons, ils font croître leur chiffre d'affaires juste à un chiffre, mais tu continues à avoir une petite augmentation des marges avec le temps, et ils font des rachats d'actions massifs en ce moment, plus après ils continuent à en faire dans le temps en fonction de la valorisation. Bah, je me dis que par exemple, au bout de par exemple 5 ans, je peux me retrouver avec un x6, x7, x8 sur un scénario plutôt optimiste, sans aller non plus sur un scénario extrêmement... sans aller dans un scénario d'euphorie, quoi. Donc voilà pourquoi j'ai acheté du Fiserv. Et puis vous pouvez recevoir par email la liste de mes 10 livres préférés sur l'investissement en bourse, avec forcément dedans des livres que vous allez découvrir en cliquant sur le premier lien en description, et puis sur le bouton qui s'affiche au milieu de l'écran. Et à plus!